L'Europe et la nécessité d'un consensus face à la crise des réfugiés. Nous recevons ce soir Harlem Désir, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous donc, pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse et Dailymotion. 3 parties et 3 questions pour vous, Harlem Désir, ce soir. Sur les réfugiés, l'Union européenne peut-elle imploser? Vous nous le direz dans un instant. Deuxième question, tout à l'heure, que vous posera Perrine Tarnot. Peut-on faire confiance à Alexis Tsipras pour qu'il mette en œuvre, évidemment, les réformes promises l'été dernier? Troisième et dernière question, et cette fois vous répondrez à Samir Tounsi de l'agence France Presse. Emmanuel Macron a-t-il encore sa place au gouvernement parmi vos collègues? Vous répondrez tout à l'heure. Harlem Désir, vous accompagnerez ce mercredi François Hollande au sommet des chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles sur la question donc des réfugiés, face à l'afflux de réfugiés et de migrants, avec la division que l'on voit entre l'Est et l'Ouest du continent. Est-ce que l'Europe peut imploser, même si la question peut être posée différemment avec l'accord majoritaire, mais pas unanime, qui a été obtenu par les ministres de l'Intérieur sur la répartition? C'est une épreuve de vérité et c'est pour cela que le Conseil européen, auquel le président de la République se rend demain, est extrêmement important. Aujourd'hui, il vient d'y avoir un premier accord. Lors de ce Conseil Justice Affaires Intérieures, où le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, nous représentait, sur la répartition des 120 000 réfugiés, en plus des 40 000 sur lesquels il y avait déjà eu une décision de prise au mois de juillet, entre les 28 pays de l'Union européenne. C'était extrêmement important. Depuis un accord majoritaire, je le disais, il n'y a pas d'unanimité toujours, il y a la fracture qui demeure. Il aurait été préférable que tous se mettent d'accord par consensus, parce que c'est toute l'Europe qui est appelée à la solidarité. Il a fallu passer à un vote, mais l'Europe, c'est cela aussi, c'est la capacité à prendre des décisions et à ne pas être bloqué parce que quelques pays qui représentaient une minorité n'auraient pas voulu adopter cette décision. Donc il y a eu une très large majorité, puisque c'est une majorité qualifiée, et à partir de maintenant, on va donc pouvoir mettre en œuvre cet accord, cette répartition solidaire des réfugiés qui sont en besoin de protection internationale. Michel Rossior, la situation, c'est la suivante. D'après l'Organisation internationale des migrations, depuis le début de l'année, il y a 430 000 migrants qui ont tenté de franchir et qui ont franchi la Méditerranée. 2750 qui sont morts ou qui ont disparu. Ce sont des chiffres sans précédent. C'est le plus grand mouvement de population en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'Europe, il y a un test à la fois d'humanité, de crédibilité et d'efficacité. D'humanité parce que l'asile, c'est un des principes fondamentaux. Pour nos pays, nous sommes engagés à la fois par des conventions internationales et par nos propres règles à protéger ceux qui sont persécutés, ceux qui, par exemple, aujourd'hui fuient des guerres ou des dictatures et qui, pour cette raison, se tournent vers l'Europe. Mais il y a aussi la nécessité de faire face d'une façon collective, solidaire. Il ne peut pas y avoir 28 réponses nationales. C'est pourquoi il était important qu'il y ait cet accord aujourd'hui à Bruxelles dans ce Conseil des ministres de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous dites de la Hongrie, de la Roumanie, de la Slovaquie qui ont voté contre? Eux disent, non, nous on ne marche pas dans cet ensemble. On va leur appliquer quoi? La solidarité du libre choix? Moi, je veux noter que d'autres pays qui, dans un premier temps, avaient dit qu'ils ne voulaient pas participer à cette décision, ont fini par y adhérer. C'est le cas notamment d'autres pays d'Europe centrale et orientale. Donc ça veut dire qu'on peut dépasser cette coupure qui avait semblé s'exprimer. Par exemple, la Pologne, malgré le fait qu'il y avait une campagne populiste, nationaliste, très très dure contre le gouvernement polonais, des manifestations d'extrême droite, de plus en plus absolument. nombreuses. Il y a un certain nombre d'autres pays qui ont voulu jusqu'au bout refuser ce principe. Certains qui ont même été jusqu'à ériger un rideau de fer, comme la Hongrie. Quand on pense que la Hongrie s'est battue pour abattre un rideau de fer il y a 25 ans, s'est battue pour que le mur qui séparait l'Est et l'Ouest ne puisse pas empêcher ses citoyens de rejoindre l'Europe de la liberté. Il y a même eu des épisodes de l'histoire, je pense à la répression contre le mouvement démocratique à Budapest en 1956, où des centaines de milliers de Hongrois ont été chercher refuge à l'Ouest. De même que d'autres ressortissants de pays qui étaient à l'époque dans le pacte de Varsovie. Sa place dans l'Union, dont vous avez rappelé les grandes valeurs, la première, l'humanité notamment. Est-ce que la Hongrie a encore sa place dans l'Union? Je l'espère, moi, mais bien entendu. Et d'ailleurs, je pense qu'elle respectera la décision qui vient d'être adoptée à la majorité qualifiée. Vous le pensez, mais Viktor Orban n'est pas du tout sur cette ligne-là. Il est très ferme. Et il vient là de faire passer une loi au Parlement, à Budapest, vous l'avez vu, qui permet aux forces de l'ordre de tirer avec des balles en caoutchouc contre les réfugiés qui de franchir sa frontière. Est-ce que l'on peut considérer que cela, c'est l'Europe? Non, ce n'est pas l'Europe. Il se met en dehors de l'Europe. De fer
avec des pays voisins, certains qui sont des pays membres de l'Union européenne, comme la Roumanie, puisque la Hongrie a annoncé qu'elle mettrait aussi une barrière, ou d'autres qui sont des pays qui ont vocation à nous rejoindre, comme la Serbie, avec lesquels il faut coopérer. Ça n'est pas l'Europe. L'Europe, ça n'est pas ça. Il n'y a pas une Europe où il y aurait la solidarité à la carte, ou les valeurs à la carte. L'Europe, ce sont des valeurs que nous partageons. Mais là, elles ne sont pas partagées. Alors, il faut des sanctions, par exemple? Mais l'Europe, ce ne sont pas simplement des fonds structurels ou un marché intérieur ou une zone de libre-échange. L'Europe, c'est d'abord un projet politique qui est fondé sur des valeurs démocratiques que nous avons en partage. Et c'est aussi un projet... Sensible, apparemment. Alors, est-ce que vous réclamez des sanctions contre la Hongrie? Je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait ce débat. L'Europe, c'est d'abord le principe de solidarité. Tous ont eu besoin, à un moment ou à un autre, de la solidarité. Et quand ils en ont eu besoin, ils ont souhaité que les autres pays soient à leur côté, soit pour des raisons de sécurité, soit pour des raisons de développement économique. Que vous voulez faire plier Viktor Orban. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont des pays en première ligne, d'une certaine façon, où arrivent les réfugiés. C'est la Grèce, c'est l'Italie. Ça a été aussi la Hongrie. On peut comprendre que la Hongrie ait demandé la solidarité. Mais là, elle a refusé le principe de la solidarité et du fait d'accueillir en commun celles et ceux qui ont le droit de rester en Europe. Il faut aussi, en même temps, qu'il y ait un contrôle de nos frontières extérieures communes. Sinon, c'est Schengen qui sera remis en cause. Par rapport à Viktor Orban, il faut essayer de convaincre, de dialoguer encore avec lui. Mais on a entendu, par exemple, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la France, depuis le début de cette crise, a une position constante, cohérente, qui est de demander qu'il y ait une approche solidaire, mais en même temps une approche globale. C'est-à-dire qu'on accueille ensemble ceux qui ont vocation à bénéficier de la protection internationale, c'est-à-dire à être des réfugiés, qu'on contrôle ensemble nos frontières extérieures, d'où la demande que nous avons faite de mettre en place des centres d'enregistrement et d'identification qu'on appelle à Bruxelles des hotspots, c'est-à-dire qu'en Italie, en Grèce, quand des réfugiés, des immigrants se présentent, on puisse savoir si effectivement ce seront des réfugiés qui bénéficieront du droit d'asile ou si ce sont des immigrés illégaux, auquel cas, d'une façon évidemment humaine, mais il faut les raccompagner dans leur pays d'origine, dans le cadre d'un projet de coopération avec les pays de provenance, et il faut que nous mettions en place ensemble cette politique de soutien aux pays d'origine et de transit. Et d'abord aux pays voisins de la Syrie. Une politique, mais qu'on aurait pu appliquer depuis de longs mois déjà, et peut-être qu'on ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui. Vous savez que la France le propose depuis plus d'un an, puisqu'au mois d'août 2014, je ne vous parle pas de août de cette année, Bernard Cazeneuve avait fait une tournée européenne pour proposer cette approche commune, puisqu'il y a eu déjà un Conseil européen au mois de juin, au cours duquel le président de la République avait demandé que soient mis en place ces centres d'accueil, ce contrôle commun de la frontière et cette répartition solidaire dans l'accueil des réfugiés. Il y a eu une première décision qui a été prise au mois de juillet sur 40 000, aujourd'hui sur 120 000. Et je pense que maintenant, l'urgent, c'est qu'il y ait cette politique d'immigration et d'asile commune. Vous pointez quand même bien l'inaction de l'Europe depuis de longs mois maintenant. Mais alors, encore une question sur la Hongrie. On a entendu Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, demander à la droite d'exclure son parti du groupe PPE. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que ce serait une décision utile? Oui, cela, ça relève des partis. Je ne m'exprime pas au nom des partis. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, la politique qui est défendue par des gouvernements qui refusent de prendre part à la solidarité européenne, qui veulent faire le tri entre les réfugiés selon leur religion, en disant on ne prendra que ceux qui sont chrétiens, ce qui est d'ailleurs bien peu chrétien comme morale et qui n'est pas du tout le message que le pape a émis, qui a été de demander au contraire à toutes les paroisses d'Europe d'accueillir des réfugiés sans distinction d'origine. Je crois que tout cela, c'est vrai que ça met en cause les valeurs sur lesquelles se sont toujours battus les grands partis politiques pro-européens, qu'ils soient démocrates chrétiens ou qu'ils soient socialistes et sociodémocrates. Mais ce n'est pas à moi de me mêler de la vie de chacune de ces formations politiques. Vous dénoncez, mais sans vouloir sanctionner trop par le verbe, en tous les cas, Harlem Désir. Mais il y a une contradiction au sein de la droite européenne, c'est clair. Puisque la réalité, c'est qu'on a d'un côté un certain nombre de chefs de gouvernement européens qui sont confrontés à cette crise des migrations et qui demandent la solidarité européenne, et parfois, au sein de la même formation politique européenne, d'autres leaders, comme M. Orban, qui se refusent totalement à prendre part à la solidarité. Alors, une question toute simple. Est-ce que certains pays ont le droit de dire non, on ne veut pas de réfugiés, pour vous? Est-ce qu'un pays peut dire non? Je ne peux pas parce que je n'y arrive pas, je ne peux pas faire face. Est-ce qu'un pays peut dire non? Mais des maires en France le disent pourtant. Oui, mais attendez, les pays qui constituent l'Union européenne
sont tous engagés d'abord par des conventions internationales sur le droit d'asile. Donc on ne peut pas dire non. Deuxièmement, nous sommes aussi engagés par les principes et les règles de l'Union européenne à accueillir les réfugiés qui sont menacés pour des raisons de persécution politique ou de guerre ou de dictature. Donc nous avons des obligations légales. Ce que nous avons besoin de bâtir maintenant, c'est un système d'asile commun, parce que, par exemple, on a besoin d'une liste de pays sûrs qui soit la même partout. Il y a aussi, parmi les 800 000 migrants qui se sont présentés en Allemagne, ou que l'Allemagne s'attend à devoir recevoir, parfois on parle même en Allemagne d'1 million de personnes, des gens qui viennent par exemple des pays des Balkans, qui aujourd'hui ne sont plus des pays en guerre, ne sont pas des dictatures. Le devoir... Donc on a besoin d'avoir une harmonisation de notre système d'asile, en même temps qu'on a besoin d'avoir une solidarité dans l'accueil des réfugiés, et en même temps qu'on a besoin d'avoir aussi un contrôle commun de nos frontières. Je crois qu'il faut aller vers la mise en place de gardes-frontières européens. Accueillir donc les réfugiés, c'est un devoir qui s'impose à tous, comme l'avait dit François Hollande. Donc certains résistent, refusent même. Je reviens à la question, est-ce que l'Europe peut imploser sur cette question, sachant que Laurent Fabius a évoqué un risque de délitement et d'extrémisation? Oui, si l'Europe n'était pas capable de se mettre d'accord sur une question aussi essentielle pour sa crédibilité, mais aussi pour ses valeurs, pour son humanité, évidemment qu'on voit bien qu'il y aurait la tentation que chaque pays mène une politique d'immigration ou d'accueil des réfugiés différente. Ça voudrait dire que chacun rétablit des contrôles aux frontières. Ils peuvent être rétablis, Schengen le prévoit de façon exceptionnelle, provisoire. Nous-mêmes, nous l'avons fait avec l'Italie, mais si chacun remettait en cause cet espace de libre circulation et cette solidarité quand des États membres sont confrontés à une urgence, aujourd'hui, donc ceux qui sont en Méditerranée, eh bien, il n'y aurait plus d'unité européenne. Donc c'est pourquoi la décision qui a été prise aujourd'hui au Conseil des ministres de l'Intérieur était une étape absolument essentielle pour le maintien de l'unité européenne. Et ça vous soulage? C'est pas simplement que ça me soulage, c'est que c'était indispensable et que ça permet de bien préparer le Conseil européen demain, où les chefs d'État et de gouvernement vont devoir notamment travailler sur la politique que nous proposons vis-à-vis des pays d'origine ou de transit, par exemple la Turquie, qui accueille aujourd'hui près de 2 millions de réfugiés dans des camps ou dans des situations précaires, la Jordanie, le Liban, mais aussi, si on se tourne du côté de l'Afrique et du Sahel, le Niger, qui reçoit à la fois des migrants qui viennent d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est et qui tentent d'aller vers la Libye parce que cet État s'est effondré et qu'il est dans la main de groupes criminels, de trafiquants qui ensuite mettent les migrants sur les bateaux. Donc on a besoin d'avoir aussi une politique extérieure commune de l'Union européenne qui permette de traiter à la source ces désordres du monde. Bon, on a besoin de beaucoup de choses du côté européen. On a besoin que ça arrive un peu plus fermement. Alors, on va parler un peu du nœud du problème, notamment la situation en Syrie, Harlem Désir. On voit que la Russie a décidé de passer à l'action. Elle a déployé plus d'une vingtaine d'avions en Syrie tout à fait récemment contre le groupe État islamique, alors que nous peinons avec la coalition internationale. Est-ce qu'il est temps, effectivement, de lui laisser un peu plus le champ libre? Est-ce qu'il est temps pour l'Europe de lever ses sanctions contre Moscou? Bon, d'abord, la situation en Syrie... Alors, on ne va pas développer toute la situation en Syrie, mais dans notre relation avec la Syrie, et avec la Russie. Oui, la situation en Syrie, elle demande une solution politique, en même temps qu'évidemment de se donner les moyens militairement d'agir contre l'État islamique, puisque les informations nous sont parvenues selon lesquelles, depuis le territoire syrien, ce groupe terroriste commandite ou tente de commanditer des attentats en Europe, y compris en France. D'où la décision du président de la République de permettre qu'il y ait des vols de reconnaissance qui déboucheront, si cela est nécessaire et s'il le décide, sur des frappes. La Russie va passer à l'action. La Russie est une grande puissance qui joue un rôle depuis toujours dans cette région. Elle a une base en Syrie, à Tartous, et elle soutient aujourd'hui le régime syrien. On soutient la Russie, on fait alliance avec la Russie? Nous disons depuis le début qu'il n'y a pas de solution à la crise en Syrie par le maintien de Bachar el-Assad. Donc ce que nous souhaitons, c'est, en discutant avec tous les partenaires qui peuvent jouer un rôle pour trouver une solution à la crise syrienne, évidemment la Russie, les États-Unis, mais aussi les pays de la région, les pays arabes, l'Iran, de trouver une solution qui corresponde à ce qu'on appelle les négociations qui avaient eu lieu à Genève, le communiqué de Genève, c'est-à-dire qui permettent
d'avoir une transition politique qui associe à la fois des éléments de l'opposition qui ne participent pas à l'action terroriste et des éléments du régime, sans Bachar el-Assad, qui ne sont pas impliqués dans des crimes de guerre. Mais là, je vous parle de la Russie. Ben oui, mais si la Russie veut participer à un accord pour cette transition politique, c'est évidemment alors, pour souhaitable. favoriser les choses, est-ce qu'il faut lever les sanctions contre la Russie ? S'il s'agit de maintenir Bachar el-Assad, cela n'apportera pas de solution puisqu'il est le responsable de cette guerre civile. C'est lui qui a déclenché la répression d'un mouvement populaire qui a ensuite fait basculer toute une partie de la Syrie du côté des groupes islamistes radicaux et qu'il n'y aura pas de fin à cette guerre par le soutien à Bachar el-Assad. Bon. Ok, on va évoquer maintenant une autre crise qui est passée au second plan, même si elle est moins aiguë, c'est celle de la zone euro. Harlem Désir. Alexis Tsipras l'a donc emporté dimanche avec son parti Syriza aux élections législatives. Et le revoilà donc comme Premier ministre, attendu bien sûr sur les réformes qu'il avait acceptées l'été dernier. C'est la deuxième question de cette émission. Peut-on faire confiance à Alexis Tsipras? On l'écoute au soir de sa victoire. Et puis c'est Perrine Tarnaud qui vous posera la question tout de suite après. Ça a été une bataille difficile. Aujourd'hui, je me sens légitime parce que le peuple grec nous a donné un mandat clair pour continuer le combat à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les difficultés sont devant nous, mais nous avons une base solide. Nous savons où aller, où mettre les pieds et quelles seront nos perspectives. Se sortir de la crise ne se fera pas comme par magie. Ce sera à force de travail, en suivant un plan, avec ténacité et en luttant. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel, bonsoir Harlem Désir. Bonsoir Perrine Tarnaud. Est-ce que vous êtes de ceux que la réélection d'Alexis Tsipras satisfait? En tout cas, il a reçu la confiance, puisque c'était la question qui était posée, des citoyens en Grèce. Et je pense que sa réélection valide aussi la stratégie qui avait été celle du président de la République au mois de juillet, lorsqu'il y a eu ces débats très difficiles au sein du Conseil européen, de considérer qu'à partir du moment où Alexis Tsipras prenait des engagements, était prêt à mettre en œuvre un certain nombre de réformes sur la modernisation de l'administration, de la fiscalité, de l'économie en Grèce. Il fallait permettre qu'il y ait un accord et le maintien de la Grèce dans la zone euro, non seulement pour l'intégrité de la zone euro, mais aussi pour l'intégrité de l'Europe elle-même. Et d'ailleurs, on voit avec ce qui se passe aujourd'hui sur les réfugiés, à quel point il aurait été totalement dramatique d'écarter la Grèce de l'Europe. Parce que c'est cela qu'aurait signifié le fait de ne pas la maintenir dans la zone euro. Donc je crois qu'il a fait preuve de beaucoup de courage. Félicite Alexis Tsipras. Il salue aussi sa conversion au réalisme. Est-ce qu'il n'y a pas là un peu de récupération politique ? Je crois qu'Alexis Tsipras a fait la preuve depuis qu'il a été élu comme Premier ministre au mois de janvier, et puis ensuite dans la façon dont il a conduit les négociations, qu'il pouvait qu'il essayait en tout cas à la fois de concilier l'aspiration à un changement, à tourner la page de l'austérité, et en même temps à s'inscrire durablement dans la construction européenne, donc dans un réalisme aussi par rapport à une situation économique. Mais de tous côtés, finalement. Oui, celui qui, il y a 6 mois, il était effectivement, la majorité des Européens le craignaient, il le rejetait presque. Aujourd'hui, il est félicité. C'était pas le cas de la France et de François Hollande qui, depuis le début... Mais pour vous, c'est la victoire de la gauche réformiste alors, cette victoire d'Alexis Tsipras? En tout cas, c'est une gauche réformiste qu'incarne aujourd'hui en Grèce Alexis Tsipras, c'est-à-dire à la fois une volonté de justice sociale, de réforme, mais en même temps la volonté de rester dans l'ensemble européen et d'en respecter les règles. Et c'était le double respect auquel François Hollande avait appelé. Peut-être à certains moments était-il le seul, mais finalement c'est la position sur laquelle il a amené les Européens, sur laquelle la France et l'Allemagne se sont retrouvés pour qu'il y ait un accord avec la Grèce au mois de juillet, c'est-à-dire le respect du choix du peuple grec d'un changement et en même temps le respect des règles européennes. Quasiment la moitié des Grecs ne se sont pas déplacés pour voter dimanche soir. Écoutez, il y a eu une élection, il l'a emporté très largement. Ceux qui avaient fait dissidence ne sont pas représentés au Parlement parce qu'ils n'ont pas atteint le seuil des 3%. Donc ça montre qu'il a réussi à convaincre... C'est la défaite de ceux qui nient la réalité, comme l'a dit hier Manuel Valls, en allusion peut-être à Jean-Luc Mélenchon, à Arnaud Montebourg, qui en France ont accueilli récemment Varoufakis, l'ancien ministre des Finances de Parce que Alexis Tsipras a aussi obtenu dans cette discussion, avec le soutien du président de la République, qu'il y ait le sauvetage des banques, qu'il y ait 83 milliards d'aides pour la Grèce, qu'il y ait la possibilité qu'il y ait un plan d'investissement et que donc le
produit des privatisations puisse être réinjecté dans l'économie en Grèce, qu'il y ait un Donc vous certain lui nombre de faites priorités confiance, sociales. pour reprendre la question de Michel, Mais pour mener à bien ces réformes? C'est un partenaire. Évidemment qu'on doit travailler sur la base de la confiance et que nous travaillons en confiance avec Alexis Tsipras. Alors c'est étrange parce qu'il a le soutien des citoyens, il a le soutien du peuple grec. Et je crois qu'il faut aider ce gouvernement qui a engagé des réformes qui ne l'avaient pas été jusqu'à présent par aucun des gouvernements précédents en Grèce, qui était prisonnier d'une forme de clientélisme. Il faut donc l'aider à mettre en œuvre cette modernisation de l'économie et de la société. Alors c'est étrange parce que effectivement, donc vous répondez oui, je fais confiance. Il faut faire confiance à Alexis Tsipras parce qu'il incarne la gauche réformiste, vous l'avez dit. Or, la gauche radicale en France lui maintient son soutien parce que justement pour elle, pour le parti de gauche, pour le front de gauche, pour les héros de la gauche radicale qu'évoquait à l'instant Perrine, il incarne la gauche, lutte contre l'austérité. La vraie gauche entre guillemets. Oui, mais ça, chacun peut avoir sa lecture, mais il ne s'agit pas de récupérer. Moi, je m'exprime par rapport à un gouvernement qui vient de remporter une élection et qui a fait un choix très courageux, c'est le maintien de la Grèce dans la zone euro et d'accepter de mettre en œuvre un certain nombre de réformes. J'ai évoqué celle de la fiscalité, par exemple. Il y avait des gens en Grèce qui ne payaient pas d'impôts parce qu'ils étaient armateurs, parce qu'ils avaient je ne sais quelle catégorie d'exemption, une réforme de l'administration, une réforme de l'économie. Et tout cela, c'est une modernisation de la Grèce, mais qui se fait en même temps avec des objectifs sociaux. Après, c'est à Alexis Tsipras de dire dans quelle famille politique européenne il veut s'inscrire. Mais pour nous, c'est un partenaire et les liens entre la France et la Grèce sont ceux qui nous ont amenés à soutenir la Grèce quand elle a fait ce choix de rester dans la zone euro, même si d'autres, eux, avaient pour projet de la sortir de la zone euro. Et heureusement que la France a été là et nous sommes heureux qu'aujourd'hui on puisse continuer à travailler avec ce partenaire. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut commencer tout de suite les réformes, c'est ce que vous lui dites ce soir? Mais surtout, il les a déjà commencées, parce que vous savez que déjà au mois de juillet, au mois d'août, il y a eu plusieurs trains de réformes qui ont été adoptés, des réformes très difficiles, certaines qui concernent le système de retraite, par exemple, l'organisation de l'administration publique et le gouvernement timide, grec. Quand même encore. Non, je ne crois pas. Je crois que franchement, il y a très peu de pays qui ont été amenés à faire en aussi peu de temps des réformes, c'est parce qu'elles n'avaient pas été faites depuis 15 ou 20 ans. Justement, on sait que le pays est essoré sur le plan économique. Et beaucoup d'économistes disent que ça va être pire demain avec la purge qu'on lui impose. Ça, c'est la vraie question. C'est qu'il ne suffit pas que la Grèce mette en œuvre un assainissement. Donc, qu'on impose à la Grèce. Il y a des mesures disons, de modernisation de la dépense publique. Il y a des mesures de hausse de la fiscalité, par exemple de la TVA. Est-ce que les Grecs qui sont déjà à genoux sont prêts à supporter de nouvelles hausses d'impôts au-delà des armateurs? C'est pour cette raison que dans l'accord qui a été passé au mois de juillet, il y a un volet soutien aux investissements qu'avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, nous avons défendu pour la Grèce, c'est-à-dire 35 milliards d'investissements qui doivent être injectés dans l'économie grecque au cours des prochaines années, parce que vous avez raison de dire que s'il n'y a que les réformes et l'assainissement budgétaire, le risque c'est que l'économie ne redémarre pas. Mais je crois que la Grèce a des atouts. Elle l'a montré dans certains secteurs comme le tourisme, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des jeunes qui suivent des études de haut niveau, il y a des universités. Ils partent tous à l'étranger, ceux-là, depuis longtemps. Oui, mais justement, donc ça veut dire que si l'économie redémarre, ils peuvent contribuer à la relance. Et pour finir sur la Grèce, justement, est-ce que le prochain dossier sur la table, ce n'est pas les négociations pour restructurer la dette grecque? Oui, c'est d'ailleurs une discussion qui commence d'ores et déjà et qui effectivement est aussi une étape très importante dans la mise en œuvre de ce plan de redressement de la Grèce, parce que à cause de la situation depuis la crise de 2009, la Grèce a accumulé un endettement qui aujourd'hui est trop important. Et donc, parmi les éléments de l'accord que Alexis Tsipras a obtenu avec le soutien de la France, il y a un rééchelonnement de cette dette pour que ça ne vienne pas gréver la reprise économique en Grèce. Allez, une autre question. Oui, le scandale Volkswagen. 11 millions de voitures dans le monde équipées d'un logiciel de trucage au test anti-pollution. Alors l'Europe, Harlem Désir, qui se veut si irréprochable en matière de lutte contre la pollution. Quel exemple terrible là on donne justement avant la COP 21. Bon, c'est aux États-Unis que cette affaire a été. C'est une firme européenne. Absolument, mais je veux dire par là que ce sont les véhicules Volkswagen aux États-Unis qui donc se sont avérés avoir été. Ce sont les mêmes moteurs qui tournent en Europe. C'est ce qu'il faut vérifier. Est-ce que les voitures de la même marque en Europe, eux aussi, ont finalement été l'objet d'un trucage pour ne pas répondre aux tests de pollution. Donc il y a une demande qui a été formulée par la chancelière
d'Allemagne, Angela Merkel, qui a demandé la transparence la plus totale à Volkswagen. Je crois que c'est exactement l'exigence qu'il faut avoir aujourd'hui. Et il faut donc qu'à l'échelle européenne, il puisse y avoir maintenant une enquête qui permette de vérifier, menée par les instances qui sont en charge de la lutte contre la pollution automobile en Europe, mais chaque État membre a aussi des agences, par exemple nous, l'UTAC, qui a été saisie aujourd'hui même, pour vérifier que les véhicules qui sont commercialisés en Europe respectent les normes anti-pollution européennes. Pour s'assurer tout ça, il faut faire face, dit-on, au poids des lobbies dans l'industrie automobile. Et écoutez ce que dit la sénatrice écologiste de Paris, Leïla Aïchi, à ce sujet. Les experts ne sont pas totalement indépendants. Et ça, c'est vraiment important que ce soit le cas. C'est une commission d'enquête européenne qu'on devrait mettre en place, française également par ailleurs, mais après le gouvernement peut se saisir de cette question parce que c'est une question de santé publique. Voilà, Leïla Aïchi qui a travaillé ici au Sénat justement sur la pollution de l'air. C'est vrai, à qui on peut faire confiance? Le poids du lobby automobile est tellement fort. Je crois que les instances européennes de contrôle en matière de pollution de l'air sont des instances indépendantes et il faut qu'elles soient saisies et il faut à la fois pour des raisons de santé publique mais aussi de confiance des acheteurs, des usagers vis-à-vis des grandes marques automobiles que la vérité soit connue et qu'on puisse avoir la garantie que toutes les automobiles, quelles que soient les marques, qu'elles soient européennes ou non, qui sont vendues en Europe, respectent les normes anti-pollution européennes. Y compris les constructeurs français. Oui, vous avez parlé des grandes valeurs qui fédèrent l'Europe aujourd'hui. Là, elles sont attaquées directement. Effectivement, Perrine racontait l'image que l'on veut donner à l'Europe, de faire de la lutte pour l'environnement. Là, vous le déplorez quand même. C'est une marque privée, c'est pas une institution publique européenne qui a fraudé. La fraude a eu lieu aux États-Unis, pas en Europe. Donc ce que nous voulons savoir, c'est ce qui jusqu'à preuve du contraire, on va voir. Non, mais donc ne commençons pas par mettre en cause l'Europe quand il s'agit de l'image de Volkswagen est durement atteinte, évidemment, mais l'image d'un continent peut-être aussi, parce que Volkswagen, c'est aussi une incarnation de... Et la crédibilité de la technologie européenne. Moi, je voudrais rappeler que souvent, en Europe, les industriels se sont plaints parce que les normes de protection contre la pollution des eaux, des sols, de l'air sont extrêmement élevées. Ce sont les plus élevés au monde. Il y a une directive, par exemple, sur les produits chimiques, la directive REACH, qui met en œuvre des contrôles extrêmement précis sur tous les procédés industriels, à la fois pour protéger les travailleurs de ces entreprises, mais aussi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, dans les matériaux qui sont ensuite au contact des enfants, par exemple, ou tout simplement du grand public, des éléments cancérigènes. Il y a des normes extrêmement précises sur les industries automobiles et sur à la fois l'essence sans plomb, le contrôle des particules qui sont émises, le nombre de grammes de CO2, etc. Donc toutes ces normes, c'est l'Europe qui les a mises en œuvre en premier et qui exerce un contrôle sur la façon dont les industriels s'y conforment. Ne mettons pas démenti là. Ne mettons pas en cause l'Europe. Non, mais ne mettons pas en cause l'Europe. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Mais assurons-nous que l'Europe, compte tenu de l'information qui concerne une grande marque automobile européenne, mais internationale, qui vend aussi des véhicules sur le marché intérieur européen, vérifions effectivement qu'il n'y a pas eu la même fraude sur notre continent. Un petit mot de l'Angleterre pour terminer cette partie, Harlem Désir, puisque c'est quand même l'autre danger qui guette l'Union européenne, la sortie potentielle de la deuxième puissance économique de l'Europe, l'Angleterre. Est-ce que vous faites plus confiance à David Cameron qu'au nouvel homme fort de la gauche, Jeremy Corbyn ? Pour éviter ce Brexit. Le sujet pour l'Europe, c'est le référendum que David Cameron a annoncé sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Nous, en 2016, d'après le souhait du gouvernement britannique, même si je crois qu'il peut aussi reporter ce référendum un peu plus tard s'il le souhaite. Nous souhaitons que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Nous pensons que c'est un moment où l'Europe a besoin, je l'ai dit tout à l'heure, de se rassembler parce qu'elle fait face à des grands défis qu'aucun pays ne peut affronter seul. Nous parlions de la crise des réfugiés, oui, mais vous avez vu, là on parlait de pollution industrielle. Parce qu'il va vouloir négocier, David Cameron, pour rester. D'accord, mais il y a des éléments que peut-être la Grande-Bretagne va formuler plus précisément, qui concernent le fonctionnement de l'Union européenne. Souvent en Grande-Bretagne, il y a des critiques contre la bureaucratie. Bon, ben ça, si on peut améliorer la simplicité du fonctionnement des institutions européennes, il n'y a pas de difficulté. Mais nous ne voulons pas remettre en cause les principes
de l'Union européenne. Par exemple, il y a des gens en Grande-Bretagne qui veulent remettre en cause la liberté de circulation des citoyens européens. On ne parle pas de réfugiés ou de résidents qui viendraient d'un autre pays, mais le fait que des citoyens polonais, par exemple, puissent aller s'installer dans un autre pays de l'Union européenne. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Il y a des gens qui veulent remettre en cause la possibilité qu'a la zone euro de continuer à s'intégrer. Ça, nous reconnaissons que tout le monde ne participe pas à la zone euro. Ça, c'est le choix de la Grande-Bretagne ou d'autres pays de ne pas être membre de la monnaie commune, mais on ne doit pas empêcher les pays qui veulent aller de l'avant de continuer à le faire. Donc nous souhaitons que la Grande-Bretagne reste dans l'Europe, qu'elle en reste un membre actif, parce que c'est un très bon partenaire dans beaucoup de domaines, mais elle ne doit pas, évidemment, essayer de bloquer l'intégration de ceux qui souhaitent aller plus loin dans la construction d'une union politique de l'Europe. Merci Perrine Tarnaud. Alors, troisième partie de l'émission de Preuve par 3 maintenant. Et cette question, Harlem Désir, vous tremblez déjà. Regardez cela. Emmanuel Macron a-t-il encore sa place au gouvernement? La réponse est extrêmement simple. Il y a toute sa place et il y apporte beaucoup. On va vous interroger un peu plus longuement. Comment le débat pourrait se poser? Bien sûr, il est posé au sein du Parti Socialiste, peut-être moins au gouvernement, il n'est pas mais posé au gouvernement, quand même, dans la majorité. Certains de vos collègues sont un peu plus vifs quand ils évoquent la dernière sortie d'Emmanuel Macron sur le statut des fonctionnaires. Écoutez par exemple la ministre de la fonction publique, Maryse Lebranchu, et puis vous répondrez plus longuement dans une 30 secondes à Samir Tounsi. Il n'y a pas un problème Macron. Moi, je ne veux pas taper sur un collègue du gouvernement. Je dis simplement qu'un ministre n'est jamais libre de s'exprimer sans avoir construit une pensée collective avec l'ensemble de ses collègues sur un point, parce que le risque, c'est justement celui-là. C'est-à-dire qu'à partir d'une question posée sur l'encadrement, eh bien, on met, permettez-moi l'expression, un peu le feu partout, et en particulier dans les syndicats de la fonction publique. Alors voilà, il a mis le feu un peu partout, Emmanuel Macron. Bonsoir, Samir Tounsi. Bonsoir, Michel Grossier. Bonsoir, Harlem Désir. Bonsoir, Samir. Bon, vous avez un peu tué le suspense à la question de tout à l'heure. J'en suis navré. Vous avez cependant un jeune ministre qui ne vient pas du sérail politique. Est-ce qu'il doit apprendre les codes? Est-ce qu'il doit revenir au précédent chevènement? Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne? Bon, je crois surtout que là, il y a eu, sur la base d'une phrase qui a été prononcée, non pas dans une interview, mais je crois dans une sorte de colloque auquel participait Emmanuel Macron avec quelques amis, et qui ensuite a été gonflé comme s'il s'agissait d'une annonce. Je crois qu'Emmanuel Macron s'en est expliqué lui-même. Il n'y a pas de mise en cause du statut des fonctionnaires. On a besoin de fonctionnaires dans notre pays. D'ailleurs, les Français qui peut-être peuvent trouver qu'il y a trop de fonctionnaires en général, ils sont en général demandeurs qu'il y ait des enseignants dans leurs écoles, et plutôt plus, qu'il y ait des infirmières dans les hôpitaux, qu'il y ait des gendarmes pour la sécurité, qu'il y ait des policiers, qu'il y ait des militaires. Donc, on a besoin de défendre des fonctionnaires qui ont le statut de la fonction publique. Ça ne veut pas dire qu'il y a un débat interdit sur les réformes de l'État ou les réformes qui pourraient intervenir dans tel ou tel domaine, mais il n'y a pas aujourd'hui de mise en cause du statut des fonctionnaires. Une question. Voilà. On a entendu votre collègue Maryse Lebranchu dire qu'un ministre n'est pas libre de sa parole. Mais elle n'a pas du tout mis... mais elle n'a pas... Non, je ne crois pas que les choses se formulent comme ça. Elle n'a pas du tout mis en cause, en tout cas, l'appartenance d'Emmanuel Macron au gouvernement. Mais sur votre liberté de parole. Que vous pouviez laisser entendre. Non, mais simplement, nous devons nous exprimer sur ce sur quoi nous agissons. Et c'est d'ailleurs un rappel qu'a fait le Premier ministre ce matin devant les parlementaires socialistes. Il l'a fait pour toute la majorité. Et je crois que tout le monde en est d'accord. Nous agissons sur beaucoup de domaines à la fois. C'est d'ailleurs un des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes obligés à la fois de régler des problèmes qui ne l'avaient pas été auparavant, celui par exemple des déficits et de l'endettement de la France, en même temps de travailler sur la compétitivité de notre économie, parce qu'elle avait pris du retard et que c'est la clé pour la croissance et pour l'emploi, de travailler sur l'égalité, renforcer les moyens de l'école. Et nous allons aussi mettre en œuvre une grande loi sur la lutte contre les discriminations, sur l'égalité en matière urbaine. Nous devons agir pour relancer l'Europe. Nous devons agir sur la scène internationale, comme nous l'avons fait pour la paix en Ukraine. On s'éloigne de Bercy, là. Donc nous avons beaucoup de sujets. À la veille de La Rochelle, il lance un ballon d'essai sur les 35 heures. Ce matin, c'est politique, devant le groupe du Parti socialiste à l'Assemblée nationale. Il a irrité certains députés. Yann Gallu, un des députés qu'il est convenu d'appeler frondeur, a dit que ce genre de propos sur les 35
heures, sur les fonctionnaires, bref, sur ce qui fait quand même l'ADN de l'électorat de gauche, était irresponsable dans la période, c'est-à-dire à quelques mois des élections régionales. Vous partagez le constat que quand on est un ministre d'un gouvernement de gauche, on ne peut pas se permettre comme ça des ballons d'essai qui peuvent braquer une partie de votre électorat? Écoutez, je crois très franchement, hein, ce qui a intéressé les Français dans l'action du gouvernement, et en particulier dans le domaine de l'économie, qui est celui dont s'occupe Emmanuel Macron ces derniers mois, c'est la loi dont il a été le rapporteur sur la croissance et l'activité. C'est par exemple le fait qu'il y a un certain nombre de nouveaux secteurs d'activité qui sont en train de se développer. Les autocars, je crois qu'il est allé lui-même sur le terrain en Ardèche il y a quelques jours pour montrer comment cela crée de l'emploi. C'est le travail du dimanche, c'est le plafonnement. Voilà, c'est par exemple. C'est le plafonnement des indemnités de licenciement au prud'homme qui avait été envisagé également. Ce sont des réformes. Certains sujets, quand même, vous êtes d'accord avec moi, ne sont pas dans l'ADN de votre famille politique. Écoutez, ce sont des sujets qui ont fait l'objet, vous parlez du travail du dimanche, d'un encadrement très rigoureux, avec des compensations, avec des négociations avec les syndicats, avec, pour ce qui est des zones touristiques, des délimitations très précises. Tout ça a été discuté au Parlement. Et tout ça, je crois, intéresse les Français. Oui, faire avancer l'économie, moderniser le fonctionnement de l'économie française, créer de l'activité et de l'emploi. Et c'est d'ailleurs sur ces sujets que s'exprime Emmanuel Macron. Donc moi, je ne participerai pas à je ne sais quel commentaire de commentaire. Vous me citez un député est-ce que vous êtes séduit? Je pense que lui-même, sans doute, est plus intéressé par les réformes qui sont mises en œuvre par le gouvernement et par Emmanuel Macron que par des commentaires. Une question personnelle, puisque des propos tenus en dehors d'une interview et d'un cadre. Une question personnelle. Puisque les ministres ne peuvent pas totalement s'exprimer, donc disait Maryse Lebranchu, en dehors de leur cadre. Est-ce que vous êtes personnellement séduit par la gauche moderne que veut incarner aujourd'hui Emmanuel Macron? Oui ou non, Harlem Désir? Mais oui ou non? Non, mais la politique que défend Emmanuel Macron comme ministre, c'est celle du gouvernement. Non, il va beaucoup plus loin. Il ouvre des chantiers nouveaux. Il va beaucoup plus loin. Il a une vision. Avec le soutien de l'ensemble du gouvernement. Vous êtes parce que c'est le mandat qui lui est donné à la fois par le président de la République et par le Premier ministre, quand par exemple il fait cette loi sur la croissance et l'activité. Et donc chacun des ministres a sa personnalité. Alors vous voulez flatter Alexis Tsipras parce que vous envoyez, vous le voyez comme une politique du gouvernement. Vous flattez tout à l'heure Alexis Tsipras. Vous le voyez comme un héros de la gauche moderniste. Vous voulez pas dire les mêmes mots pour Emmanuel Macron? Je vous ai dit que Emmanuel Macron était un très bon ministre qui, évidemment, a toute sa place au sein du gouvernement. Cela n'est mis en cause par personne, même par ceux qui ont pu émettre des critiques, et qui apporte beaucoup par son activité, par son dynamisme à l'action du gouvernement. Mais il n'y a qu'une politique du gouvernement. Et c'est cela qui est important pour les Français. On va tenter de poser la question autrement. On entend beaucoup aujourd'hui dans la bouche du président de la République, la dispersion, c'est la disparition, dans la bouche du Premier ministre, au Congrès des radicaux ce dimanche à Montpellier, dans la bouche de votre successeur à la tête du Parti socialiste, des appels à l'unité, à l'union. C'est pas tellement nouveau dans l'histoire de la gauche, mais on peut faire l'union de la gauche, encore une fois, à 2 mois et demi des régionales, avec un ministre qui a un profil social-libéral aussi affirmé au gouvernement? Mais écoutez, très franchement, quand on voit ce qui s'est passé à Noisy-le-Grand ce week-end, où il y avait une élection municipale partielle. Vous partagez la colère de... Non mais attendez. Rappelons les faits. La gauche était majoritaire, mais il y avait 2 listes de gauche au second tour. Une liste de rassemblement des socialistes, des écologistes, et une liste du Front de gauche. Et le résultat a été que cette dispersion des voix de gauche a permis à la droite de l'emporter d'une 30aine de voix, alors, encore une fois, que la majorité des citoyens ont porté leur suffrage sur des listes de gauche. Est-ce que la leçon à tirer, ce n'est pas qu'il est absolument indispensable et urgent, face aux immenses défis auxquels le pays est confronté, que l'ensemble de la gauche face mette aux de défis côté, ou face au Front National, et face à l'extrême droite, et face à une droite dont une partie dérive vers le populisme réactionnaire et court derrière l'extrême droite, il est urgent que l'ensemble de la gauche se rassemble. Vous auriez en face de vous un militant du Front de gauche, ce qui n'est pas le cas, il vous répondrait, mais enfin, si des situations politiques telles qu'à Noisy-le-Grand se produisent, ou si une partie de l'électorat populaire est attirée par le Front National, c'est en raison de la politique que vous menez, le pacte de responsabilité, l'allègement des charges sur les entreprises, les collectivités locales mises au régime sec, et on y revient, un ministre de l'économie qui présente un profil social-libéral qui froisse beaucoup de gens à la gauche du PS et à la gauche de la gauche. Vous connaissez cet argument, évidemment. Oui, mais la politique qui est menée par le gouvernement, c'est à la fois
une politique de redressement de la situation économique du pays et ça passe, c'est vrai, par le fait d'alléger la fiscalité sur les ménages, sur les entreprises, de baisser la dépense publique, de baisser les déficits, de ne pas laisser aux générations futures des monceaux de milliards d'endettement et en même temps, c'est une politique qui donne la priorité à l'éducation, c'est une politique de soutien aux quartiers qui sont les plus en difficulté, c'est une politique de justice sociale, c'est une politique qui fait reculer les inégalités. Il y a des statistiques qui viennent d'être publiées et qui montre que les inégalités reculent en France depuis que la gauche est revenue aux responsabilités. Et donc, c'est une politique de gauche. Il y a des différences au sein de la gauche. C'est une politique de gauche. Mais bien sûr, c'est une politique de gauche. Mais il y a toujours eu des différences au sein de la gauche. Souvenons-nous même de l'époque du programme commun, en 1972. Est-ce qu'on croit qu'il n'y avait pas de sur différence? les nationalisations à l'époque. Mais oui, mais sur le périmètre des nationalisations. Alors, là, ça porte sur les enveloppes à consentir pour l'allègement des charges. Est-ce que ça a empêché la gauche de s'unir et de se rassembler? Ça a duré 3 ans. Est-ce qu'il n'y avait pas de différence même sur la vision du monde, sur le rapport à l'Union soviétique? Et pourtant, l'ensemble des familles de la gauche comprenaient qu'il fallait s'unir si on voulait que la gauche agisse et gouverne, à la fois au plan national et dans les collectivités locales. Pour forcer cette union, Jean-Christophe Cambadélis a trouvé la martingale. Voilà, un référendum du peuple de gauche sur l'unité, sur le modèle du référendum pour la sauvegarde de la Poste il y a quelques années, quand au temps béni, vous étiez dans l'opposition, hein, vous n'aviez pas autant de problèmes, de paradoxes à gérer. Vous allez voter à ce référendum? Vous allez participer? Bien sûr, j'y participerai. Je pense comme beaucoup d'hommes et de femmes de gauche, parce que c'est un moment de mobilisation pour l'unité. Beaucoup de responsables de gauche, écologistes, Cécile Duflot, Emmanuel Cos, sans parler de Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon, ont envoyé une fin de non-recevoir assez sec. Jean-Luc Mélenchon parle d'un nouveau garrot pour éviter l'hémorragie des électeurs de gauche. Là, on a encore un exemple très concret d'un appel à l'unité qui est purement incantatoire avec, sur le terrain, un gouffre qui se creuse un peu chaque jour. Je pense que ça sera un signal que je pense tous les dirigeants politiques seront obligés de le prendre en compte. Je pense que ça va provoquer un débat et qu'on ne peut pas, quand il y a notamment 2 grandes régions, la région Nord-Pas-de-Calais et la région PACA, qui risque de basculer à l'extrême droite, balayer d'un revers de main cette question de savoir comment est-ce qu'on fait pour que des formations politiques de gauche, qui sont certes diverses, mais qui ont gouverné ensemble les régions, qui ont un bilan commun, et qui est un bon bilan, qui ont fait avancer le développement économique, l'éducation, la formation professionnelle pendant 6 ans à l'exécutif de ces régions, comment est-ce qu'on fait pour qu'elles ne se présentent pas d'une façon incohérente et dispersée au suffrage des électeurs et pour que ces régions continuent à être dirigées sur un programme progressiste, un programme de justice sociale et de développement économique. Donc c'est ça qui est en jeu. On ne peut pas simplement dire c'est une question secondaire et chacun ayant des différences souhaite présenter sa propre liste si cela comporte le risque que ces régions passent à l'extrême droite. On ne voit pas encore tellement clair. Bon, le 14 au soir, vous allez avoir sans doute 80%, 98% de oui en faveur de l'unité. Réponse à la question posée. Vous n'aurez que les militants, militants socialistes. Oui, mais alors après, on sera à 1 mois et demi des élections à ce moment-là. Que vont faire les appareils? Enfin, visiblement, les autres appareils politiques vont se moquer éperdument de ce résultat d'un référendum qu'ils vont considéré comme un petit arrangement entre militants socialistes. Mais je crois que précisément le problème ce ne sont pas les appareils, comme vous le dites vous-même. La question qui intéresse les Français, c'est de savoir quelles sont les politiques publiques qui vont être menées dans les régions pendant les 6 prochaines années. En France aussi, quelle politique on souhaite pour l'éducation, pour l'emploi, pour le développement économique, pour l'Europe. C'est cela qui doit nous déterminer. Évidemment qu'il y a des différences entre les différentes formations politiques. Je préfère parler de formations politiques que d'appareils. Mais ces différences, elles ne nous ont jamais empêchés d'agir ensemble, quand en tout cas, nous avions l'intérêt général supérieur du pays présent à l'esprit. Et aujourd'hui, il faut avoir cet intérêt. Voilà ce que vous dites à vos partenaires. On va se quitter avec des images du pape, parce que vous l'aimez beaucoup. Il vous a beaucoup impressionné lorsque vous l'avez rencontré à Strasbourg. Ouais. Il quitte Cuba pour aller aux États-Unis. Vous avez vu ces images de liesse, évidemment, à Cuba. Vous l'avez vu avec Fidel Castro. Qu'est-ce qui vous inspire toujours? Le même sentiment? Oui, d'abord, c'est vrai que c'est un pape qui porte des messages qui sont très forts. Je pense notamment à l'encyclique qu'il a publiée sur l'environnement, sur le changement climatique, en s'inspirant de Saint François d'Assise. Et aujourd'hui, il est là pour contribuer à ouvrir Cuba et il a joué un rôle dans le rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis, comme la France d'ailleurs. Et ce voyage est très important, bien entendu. Merci à vous. Merci Samir. Merci à tous. Bonsoir et à très vite.